Un mariage sur trois finit par le divorce dans les sociétés occidentales. Malheureusement, la vulgarisation de statistiques fiables sur le taux de divorce dans les sociétés dites non occidentales étant très limitée, nous nous réduisons à des estimations peu aléatoires. Cependant, de façon empirique, nous pouvons constater autour de nous une forte croissance des foyers en difficulté qui finissent par déboucher sur la séparation des mariages ou encore ce qu'on appelle communément les divorces. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo qui, loin de traiter toutes les causes du divorce, aura quand même le mérite d'explorer une nouvelle piste, quand même très fondamentale, dont on parle très peu et qui est méconnue du grand public, les tempéraments et la personnalité dans le mariage. D'où le thème d'aujourd'hui, le tempérament, l'autre ennemi silencieux du mariage. Pour en parler, nous avons le spécialiste du jour avec nous ici au plateau. Nous avons le docteur Jacques Toko, que je salue chaleureusement. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur, comme je le disais tout à l'heure, docteur en psychologie clinique et licencié en théologie. Vous êtes également le fondateur du Centre Paix du Cœur, un centre d'accompagnement de formation en relation d'aide et de développement holistique de l'enfant. Vous êtes également un enseignant vacataire à l'université de Lomé. Vous avez surtout eu le mérite de creuser fondamentalement sur un aspect très très négligé quand on parle des causes de divorce, sur un aspect très très fondamental, très très négligé également du domaine, qui est ce livre, ce joyau, Tempérament et harmonie conjugale, mieux connaître son conjoint pour mieux le rendre heureux. Oui, absolument. Voilà, donc aujourd'hui avec vous, nous allons parler des tempéraments de la personnalité dans le mariage. Dites-nous, quand on parle de tempérament et de personnalité, à quoi est-ce qu'on fait référence concrètement? Très bien. Je crois que je dois d'abord vous remercier de ce que vous avez voulu qu'on aborde ce thème comme bien important. En tout cas, et j'estime qu'il est important. Oui, son importance, je le souligne justement à cause de la période de la semaine de la Saint-Valentin que nous allons encore aborder. Et très souvent, vous-même, vous savez, quand on parle de Saint-Valentin, on pense aux couleurs rouges, on pense aux petites fêtes, mais on passe souvent à côté de l'essentiel. Ah oui, absolument. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui d'ailleurs ne savent pas ce que c'est que le mariage. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Et quand on parle de tempérament et de personnalité, à mon sens, ça fait partie des éléments fondamentaux pour une personne qui aspire à fonder un foyer. Le tempérament, c'est ce que je suis, si je dois essayer de le résumer ainsi, parce que les définitions scientifiques vont aider très peu. Sinon, une définition scientifique du tempérament, c'est l'ensemble des dispositions physiologiques qui agissent sur le caractère, c'est-à-dire sur la façon dont je réagis dans ma vie de tous les jours. Et pour la personnalité, il faut dire que c'est le tempérament plus des acquis de la vie qui génèrent ou qui donnent ce que nous appelons la personnalité. En d'autres termes, le tempérament est le père de la personnalité. Et donc, le tempérament, c'est la façon dont je me comporte, pour faire simple. Quand nous nous retrouvons dans un groupe de personnes, nous allons tout de suite nous rendre compte qu'il y a des gens qui sont calmes. Il y en a qui sont très expansifs, qui vont facilement vers les gens. Il leur est très facile de faire des amis. Il y en a qui se fâchent beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus volontaires. Ils ont une forte volonté. Il y en a qui sont des gens de paix. Il y en a qui aiment la qualité, ainsi de suite. Tout ce mélange-là, ça nous donne des mélanges de tempérament. Et je suis sûr que nous parlerons de ces différents classements pour que je puisse spécifier davantage. Parce que quand je donne ces éléments, je suis déjà en train de citer des tempéraments, en fait, ces exemples que je donne là. Exactement. Donc, vous avez dit que le tempérament, c'est le père de la personnalité. Et vous avez nuancé également en disant que le tempérament, c'est ce que je suis. Ça suppose l'inné. Et donc, est-ce qu'on en déduit par hasard que ça veut dire que personnalité égale tempérament plus les vécus de la vie, les expériences de la vie? Exactement. Donc, la personnalité, c'est le tempérament plus les expériences de la vie. Ok, d'accord. Alors, parlant maintenant de la personnalité en tant que vécu de la vie, pourquoi est-ce que vous invitez le tempérament et puis la personnalité dans le débat du mariage? Parce que quand on se marie, le meilleur cadeau que nous offrons à notre conjoint, c'est d'abord nous-mêmes. Hein? Notre personne, c'est ce que nous offrons à notre conjoint. Généralement, les gens regardent les apparences, ils se marient. Il est possible pour un homme de tomber amoureux, de regarder une fille pour la première fois, d'en tomber amoureux et de vouloir l'épouser l'année qui suit. Tout ça s'arrête là, peut-être même le mois qui suit. Alors, la question qu'on peut se poser, de qui ce monsieur est-il tombé amoureux? Est-ce que c'est le physique qui l'a attiré? Qu'est-ce qu'il a vu en fait? Quand le premier jour il a vu la fille et il dit, je suis tombé amoureux. Et de quoi est-ce qu'il est tombé amoureux? Alors, le constat est que les gens se marient sur la base de ces critères physiques et quelque temps après, ils se rendent compte que non. Le physique m'a plu, mais bon là, à l'intérieur, c'est pas ce que je veux.
cette personne-là, elle n'est pas paresseuse. Enfin, elle est paresseuse, je l'ai dit. C'est une désillusion. Oui, elle est paresseuse. Elle n'est pas rigoureuse, comme je le suis. Elle se décourage très vite, ainsi de suite. Alors, ces aspects-là, ça fait partie de la personne du sujet que tu as épousé. Alors, est-ce que celui-là qui veut se marier ainsi a pris le temps de découvrir la personne qu'il veut épouser? Alors, cette personne-là qu'il veut épouser, c'est ça qui est plus important. C'est vrai que le physique, ça fait partie de ma personne aussi. Le physique fait partie. Mais il faut que l'emballage attire en attendant qu'on découvre l'intérieur. Bon, généralement, c'est ce qu'on dit, que l'extérieur attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Mais ma décision, elle est basée sur quoi? Finalement, sur l'extérieur qui attire ou bien sur l'intérieur qui retient? Parce que si généralement mon choix est basé sur l'extérieur qui attire, sans tenir en considération l'intérieur qui retient, il n'est pas surprenant que ces statistiques dont vous venez de parler au début de l'émission soient là. Et il est même certain que dans notre contexte en Afrique, ce soit même pire. J'ose dire pire parce que le nombre de personnes qui vivent seules avec leurs enfants et en situation très irrégulière, des gens qui vivent sans aucun acte de mariage, ils sont tellement nombreux, de plus en plus nombreux. On a tendance à dire que le mariage, ça tient mieux en Afrique, mais les constats que je fais, j'en doute fort. J'en doute vraiment fort. Vous pensez que notre cas est maintenant pire? Ce n'est peut-être pas pire, mais c'est pratiquement la même chose qu'ailleurs. Les gens divorcent très facilement. Mais ici, il n'y a pas de divorce dans les faits, dans le concret. Bon, dans le concret, c'est très difficile de divorcer par ici. Les procédures, tout ça. Mariés, mais séparés peut-être. C'est ça que vous appelez divorce? C'est ce qu'on appelle divorce. Les gens se marient chez le chef. Les gens se marient sans aller voir le chef. Les gens se marient... ceux qui se marient à l'état civil, ils ne sont pas nombreux. Certains se sont mariés à cause d'INAM. Sinon, ils ne le feraient pas. Et il y a beaucoup d'autres choses, des contraintes professionnelles qui amènent certaines personnes à se marier. Mais généralement, bon d'accord, on vit ensemble, on s'est croisés, on s'aime, on va fonder le foyer. Et ça s'arrête là. Et parfois, pour ceux qui se marient même régulièrement, comme on le dit, qu'est-ce qu'ils font? C'est des tests. C'est des tests médicaux qu'ils font pour s'assurer qu'ils sont compatibles sur le plan du sang et tout le reste. Et puis bon là, on commence à vivre ensemble. Mais à la vérité, quand on est engagé ensemble, c'est là le caractère de la personne que j'ai en face de moi. Parlons à présent de ce fameux caractère, ou bien de ces fameux caractères. Dites-nous, on veut creuser un peu les différents tempéraments que nous avons. C'est vrai que vous avez eu à les énumérer dans votre introduction. Et si on en parlait à présent? Ok. D'abord, il y a des ambiguïtés de termes. Nous n'allons pas le faire ici parce que je crois que le temps ne permettrait pas de clarifier qu'est-ce que le caractère, qu'est-ce que la personnalité, qu'est-ce que le tempérament, ainsi de suite. Mais disons simplement pour ce qui concerne les tempéraments, qu'il y a plusieurs façons de les classer. Il y a plusieurs écoles qui s'intéressent au mariage, mais généralement, nous avons deux types de classifications. Il y a des classifications dites catégorielles et il y en a qui sont dites dimensionnelles. Et donc, quand nous prenons les catégorisations dites catégorielles, nous avons celle d'Hippocrate, qui est l'une des plus connues, qui classe les types humains en 4 catégories. Il y a les sanguins, il y a les colériques, il y a les phlegmatiques et il y a des mélancoliques. Alors, le sanguin, c'est le type chaleureux, bout en train, toujours joyeux. C'est le relationnel, c'est lui qui met de la gaieté, de l'ambiance dans un groupe. C'est un amuseur, il attire les gens facilement. Et donc, quand on est en présence d'un sanguin, on se sent à l'aise. Il fait le pas vers les gens, il n'attend pas que les gens viennent vers lui. Alors, il est très facile que l'on tombe amoureux d'un sanguin parce qu'il est très relationnel. Alors, quand nous prenons le colérique, oui, il est très ouvert aussi, mais c'est un homme de principe, un homme de courage, un homme qui a des objectifs, un homme qui sait où il va et qui se bat, qui ne se décourage pas facilement dans la vie. C'est un homme qui est meneur, c'est un meneur. Alors, quand nous prenons... C'est un homme qui peut marcher sur les autres, même pour arriver à ses fins. À l'état brut, il peut marcher sur les gens pour atteindre son objectif. Ok. Mais si la sagesse y va, bon, il pourra mieux se retenir. Alors, quand nous prenons le phlegmatique, c'est un homme de paix. C'est un homme calme, qui a des principes, il ne veut pas de problème avec les gens. Et généralement, quand vous êtes dans un groupe et que des gens se disputent, le phlegmatique, lui, il souhaite vraiment calmer les gens. Il n'aime pas que les gens se bagarrent autour de lui. Bien. Quand nous prenons le mélancolique, c'est un homme qui est tourné vers ce qui est parfait. Il est tourné vers le perfectionnisme, même négatif. Le perfectionnisme peut être positif. Nous sommes tous censés chercher ce qui est bien.
Mais le mélancolique peut se laisser torturer par un perfectionnisme négatif. Il veut que tout soit absolument bon. C'est un homme qui est plus porté vers l'introspection. Il passe du temps à s'analyser, à s'auto-analyser. C'est un homme qui est porté vers des sacrifices. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais les très peu d'amis qu'il a, il est vraiment fidèle à ses amis. Et je crois que ça se comprend. Quand on en a très peu, il faut en prendre soin. Ah oui, il faut en prendre soin. Au risque de se retrouver seul. Tout à fait. Et donc ça, c'est l'approche catégorielle qui est connue. Maintenant, dans l'approche dimensionnelle, l'une des approches, l'un des classements les plus connus, c'est celui de Lessen, pardon. Lessen qui classe les gens en tenant compte de 3 éléments fondamentaux. Il y a l'émotivité, l'activité et le retentissement. Donc l'émotivité, comme vous l'entendez, c'est l'émotivité. Il y a des gens qui réagissent, la façon dont je réagis face à des situations de la vie, c'est pas de la même façon que l'autre réagira. Et donc si moi je suis plus expressif, on dira que je suis émotif. L'activité, ça c'est la façon dont j'exécute mes projets. C'est pas de l'énergie physique que j'ai avant tout, mais c'est un peu comme une sorte de volonté avec laquelle j'exécute les choses aisément. Et puis le retentissement a 2 modalités. Il peut être primaire, il peut être secondaire. Dans le cas du retentissement, dit primaire parce que c'est plus facile d'expliquer comme ça, je laisse vite passer les choses. Quand un malentendu survient, c'est facile pour moi d'oublier. Mais pour celui qui est dans le retentissement secondaire, il lui est difficile de tourner la page. Il va ruminer, il va tourner rond. C'est le genre de personnes qui sont souvent rancunières? On peut le dire ainsi, mais bon, rancunier, déjà, on est en train de qualifier cela moralement. En temps normal, la personne a juste besoin qu'on la comprenne et puis elle va tourner la page. Mais du point de vue de l'autre, ça paraît comme une personne rancunière. Ok. D'accord. Alors, quand nous prenons ces 2, c'est vrai que vous l'avez dit un peu plus haut, que c'est la typologie d'Hippocrate qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, pendant qu'on y est, les téléspectateurs qui nous suivent, s'il y a peut-être un lien ou, un lien qui pourra leur permettre de faire le test pendant qu'on y est, ça serait un plus, en attendant qu'on continue. Il faudra peut-être, j'ai un lien en tête qu'ils peuvent essayer pour ce qui concerne la typologie d'Hippocrate. Et je ne l'ai plus essayé, ça fait un bout de temps. Ils peuvent aller l'essayer. Et donc, il y a www.guadadvance. La barre de 8, test de personnalité.php. D'accord. Alors, quand nous prenons un peu la typologie d'Hippocrate, vous avez parlé du sanguin, du mélancolique, du flegmatique, puis du colérique. Quelles sont les meilleures combinaisons en termes de mariage? C'est une question qui m'a souvent fait sourire, qui me fait souvent sourire parce que tout le monde se dit, tiens, est-ce que je serai à l'aise avec monsieur le colérique, avec monsieur le sanguin, madame flegmatique, ainsi de suite, ainsi de suite. À la vérité, les combinaisons sur le plan théorique, il ne faut pas se risquer de les faire. Il y a des gens qui aiment leurs jumeaux. Ils aiment des gens qui sont comme eux. Le plus important, c'est qu'ils soient sûrs que c'est vraiment ce qu'ils aiment. Si quelqu'un aime son double, alors qu'il épouse son double. Mais encore faut-il qu'il soit sûr qu'il aime son double. C'est-à-dire, si je suis de nature timide, et que je voudrais quelqu'un de timide... C'est ça. Il y a des gens... Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque de s'ennuyer plus tard? Ah oui, c'est ce que je dis. Il faut être sûr de ce qu'on aime. Ok. Il y a des gens, ils disent, j'aime lui là, il est très ouvert. Mais quand ils vont se mettre en amour, il va se rendre compte que non, il est trop bruyant, il parle trop. Moi, j'aurais voulu avoir plus de calme. Donc, les premiers signes l'ont attiré. Mais il n'a pas tenu compte du reste. Il y a des gens qui disent, j'aime les gens calmes. Quand ils finissent de se marier, ils se rendent compte que non, le calme là, c'est pratiquement un calme de cimetière. Le monsieur revient du boulot et puis il est dans son canapé, il ne parle à personne. Peut-être il a la télécommande en main et il n'est qu'avec la télé ou bien il est avec son livre. Mais il n'est fâché contre personne. Mais c'est naturellement comme ça qu'il est. Il parle, d'accord, mais c'est très peu. Ce n'est pas quelqu'un qui va être là, amuser la galerie, qui va être là en train d'amener des sujets de discussion. C'est son naturel. Peut-être que s'il s'efforce d'acquérir d'autres qualités, ça va être un peu différent. C'est d'ailleurs ce qu'on fait lorsqu'on accompagne des couples, parce que le comportement, ça s'apprend aussi. Et donc, on peut acquérir des qualités. Mais fondamentalement, quand on veut se marier, il faut être sûr de ce qu'on aime. Parfois, les contraires peuvent attirer, mais quand ils ont fini d'attirer là, et qu'on se retrouve ensemble, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on voulait. Parfois, on est attiré par ce que... je suis vraiment en face de quelqu'un qui est comme moi. Je préfère l'épouser. Mais est-ce que fondamentalement, c'est ce qu'il me faut? Et donc, la connaissance de soi est importante.
La connaissance de nos goûts, c'est très important. Même avec soi, on n'est pas d'accord tout le temps. Hein. Donc, quand on prend quelqu'un qui est comme nous, est-ce que là aussi, il n'y a pas un petit problème? Parce que même avec soi, on prend des décisions, mais on n'est pas d'accord avec soi tout le temps. Justement, votre question m'amène à faire cette précision. Je suis en train de dire que quand on se marie, il faut être sûr de ce que l'on aime. Et donc, quand on veut juste dire, bon, je préfère, sans être sûr de ce qu'on aime, on dit, je préfère celui qui est comme moi, mais on n'a pas vraiment pris le temps de faire le tour de la question, de savoir vraiment si c'est ce que je veux. Alors, quand je vais finir de me marier, je vais me rendre compte que l'autre ne me complète pas. Parce que lorsqu'on épouse une personne qui est comme nous, le risque, c'est que, bon, on n'a pas grand-chose à apprendre à la personne. Nos qualités correspondent à ses qualités, nos défauts correspondent à ses défauts. Finalement, on ne se complète pas véritablement. Hein? Et l'amour peut perdre son charme. Il est possible. On ne peut pas dire systématiquement. Si quelqu'un se sent à l'aise dedans, c'est tant mieux. C'est pour cela que je ne veux pas être très affirmatif. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut le plus. C'est vrai que en étant avec une personne de même tempérament ou de tempérament différent, il y a des avantages et des inconvénients, mais à nous de savoir ce qu'on aime le plus. Hein? Et il n'y a pas que des gens... il n'y a pas que des qualités quand on épouse une personne de même tempérament. Il n'y a pas que des qualités non plus quand on épouse... je veux parler des forces. Il n'y a pas que des forces lorsqu'on épouse une personne de tempérament opposé. Il y a aussi des faiblesses. Mais qu'est-ce qu'on est plus susceptible d'assumer dans la combinaison? Je prends l'exemple d'un sanguin qui épouse un mélancolique. Ce qui se passe, c'est que le sanguin, c'est une personne de relation, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une personne chaleureuse, une personne ouverte, ainsi de suite. Le mélancolique n'aime pas trop de bruit. Il aime naturellement plus de calme, il aime de la qualité, il est beaucoup plus profond, et voilà. Bon, ce qui va se passer, c'est que il est possible que le sanguin réussisse à donner plus de joie, d'ouverture au mélancolique au début. Ça lui fait du bien. Mais il peut arriver que ce mélancolique-là trouve que non. Le sanguin, il en fait de trop. Il a trop d'amis. Il ramène trop de gens à la maison. Alors que moi, j'aime le calme. Et même parfois, il ne m'avertit pas. Pour si c'est une femme qui est mélancolique ainsi, le monsieur débarque avec ses collègues de boulot. Et puis le calcul n'était pas fait pour recevoir les gens comme ça. Et ça peut créer des problèmes au niveau du couple. Ou bien, ce qui peut se passer aussi, c'est que si à la longue, le monsieur ne trouve pas sa femme assez chaleureuse, assez ouverte pour discuter, il va plus traîner dehors. Parce qu'on lui demande, on lui refuse d'amener des gens à la maison, il préfère traîner dehors. Il va, après le service, il va traîner, il va rentrer tard à la maison. Et c'est d'autres problèmes qui vont encore se créer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens là-dessus, soyons sûrs de ce que nous voulons. Mais ça ne s'arrête pas là. Une personne, un choix, c'est toujours un choix. À l'état brut, c'est un choix, mais il faut travailler à corriger les imperfections, à créer des ajustements. Parce que le mariage, c'est justement cela. J'ai tel défaut, et je sais que combiné avec l'autre, ça risque de donner ceci, ça risque de créer des étincelles. Alors, comment est-ce que nous allons nous prendre pour corriger ces défauts? Comment est-ce que nous allons nous prendre pour accroître notre capital harmonie au sein du foyer? Et c'est pour cela que les psychologues sont là pour aider. Dans le cadre des thérapies de couple, on aide les gens à créer des ajustements. Parce que c'est vraiment possible de faire des efforts pour changer. Même si on ne va pas changer pour devenir l'autre, on va acquérir des qualités, on va diminuer ses faiblesses pour s'ajuster avec l'autre. C'est ce qui fait que tel mariage n'est pas égal à tel autre. Certaines personnes se marient avec X, ça ne marche pas. Avec Y, ça peut marcher. Et ils peuvent penser que le problème était dans X. Le problème pouvait être dans moi aussi. Hein? Ça pouvait être dans moi aussi. C'est comment faire pour créer des ajustements, comment faire pour que je puisse réellement m'adapter, me sentir en harmonie avec l'autre. Ça ne vient pas tout simplement comme ça. D'accord. Docteur, on va aborder la deuxième partie de cette émission, la deuxième phase, mais avant cela, je voudrais poser quand même une question également. Dites-moi, on voit dans certains foyers, par exemple, où c'est maman qui porte la culotte, pour ne pas dire c'est maman qui donne des ordres. Est-ce que ce que vous expliquez là est de nature aussi à donner une explication à cela? En Afrique, on parle souvent de... Bon, voilà, il y a une expression que je n'ai pas envie de sortir ici. Quand on voit, c'est madame qui dirige au foyer. Est-ce que ça a du sens par rapport à ce qu'on explique? Ça a plusieurs sens, mais le tempérament peut l'expliquer. Et dans quel cas ça l'explique? Si vous prenez un homme qui est beaucoup plus introverti, je prends un flegmatique, qui épouse une femme qui a beaucoup plus de caractère, de tempérament plus ouvert, genre colérique ou flegmatique, c'est très possible que la femme de tempérament colérique ou de tempérament sanguin prenne le dessus sur le monsieur flegmatique. Mais il peut arriver que
ça soit explicable par d'autres facteurs. Si je prends un monsieur qui est le Benjamin de sa famille, qui épouse une fille qui est l'aînée de sa famille, le petit Benjamin dont on s'occupait, que maman aimait, que maman protégeait, et puis l'aînée, la fille aînée de la famille qui a pris les devants, qui a appris à commander, ça peut aussi influencer le couple. Donc tout n'est pas de cause tempéramentale, mais mais c'est explicable aussi par le tempérament. D'accord. Alors on va parler maintenant des confessions religieuses, l'approche entre les confessions religieuses de façon générale. On sait par exemple que chez les musulmans, on sait un peu comment le mariage se fait. Des fois, ce sont des filles qui sont promises un peu plus tôt au conjoint, et puis bon, on mise sur la soumission. La Bible en fait quelque part aussi comme ça, où il n'y a pas de temps où les gens se connaissent vraiment. Mais est-ce que finalement, quelle peut être la relation entre la foi de façon générale, ou bien les confessions religieuses, et puis cette affaire de tempérament et de personnalité? Ah oui, je crois que les confessions religieuses, elles sont ce qu'elles sont, n'allons pas les changer. Et ce sera totalement inutile de vouloir changer ce que les gens, les pratiques de mariage, mais on peut conseiller. On peut conseiller. Si vous êtes dans une confession religieuse où la volonté du sujet dans le choix du conjoint est limitée, ça veut dire qu'il faut une longue école à ces personnes-là qui vivent ensemble pour que l'harmonie vienne. Parce que certains mariages, ça ressemble à une grande forêt. Un champ, le champ, c'est une forêt qu'on a acquis ou qu'on a acquise. Il faut travailler à enlever les lianes, ces herbes et tout. Et ça peut prendre des années. Ce qui fait que pour arriver au pays de l'harmonie, ça peut prendre plus de temps à tel couple qu'à tel autre. Pour être un peu plus concret, il y a certains mariages qui sont faits tout simplement parce que le pasteur ou quelqu'un aurait dit le Saint-Esprit m'a parlé que vous deux, vous marchez ensemble. Je crois que c'est des excès qu'il faut corriger. Le mariage doit être un choix vraiment libre. Le mariage doit être un choix que les candidats opèrent. On ne doit pas les obliger on ne doit pas les influencer. On ne doit pas les influencer. Et quelle que soit la façon dont les gens arrivent dans le mariage, il faut une préparation. C'est la chose la plus importante. C'est ce sur quoi je vais insister. Quelle préparation on donne à ces personnes qui aspirent à vivre ensemble? Est-ce que ces gens-là se connaissent? Certaines églises ont un programme d'accompagnement des conjoints, mais parfois ça devient formalité pour d'autres. Ce n'est pas bien fourni. Ce n'est pas bien fourni et ça ne permet pas aux gens de se sentir réellement équipés pour entrer dans la vie de couple. Et c'est quand ils rentrent dedans que, l'amour qui était aveugle commence par avoir des yeux. Parce qu'il semble que l'amour est aveugle, mais le mariage lui redonne la vue. Et là, en ce moment, on commence à se manger le nez. Et on commence à se dire, tiens, je ne te connaissais pas comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Certains pensent qu'ils se sont trompés, et ainsi de suite. Mais il faut une préparation. La faute, ou bien le problème, ce n'est pas forcément X ou Y. Quelle est la préparation? Même si vous êtes une meilleure combinaison, si une bonne préparation n'est pas faite, vous risquez d'avoir des problèmes. Et quand le mariage commence avec beaucoup de difficultés comme ça, on a l'impression qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et quand il y a des doutes comme cela, quand il n'y a pas de conviction que la personne avec qui je suis, c'est la bonne personne, on ne met plus sa volonté pour réussir. On ne met plus sa volonté. D'accord. Docteur, vous qui avez l'habitude d'accompagner les couples, nous sommes dans une semaine de la Saint-Valentin, un peu comme je l'ai dit, dans la semaine de l'amour, si on peut l'appeler ainsi. Et l'occasion vous est justement offerte de vous entretenir encore avec les jeunes aujourd'hui. Mais quel est le conseil que vous pouvez leur laisser avant de partir? Mon conseil sera de redéfinir l'amour. J'ai l'impression que l'amour devient de plus en plus uniquement charnel. Et la Saint-Valentin, ça rime avec désordre, ça rime avec sexe. Je ne sais pas si la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour ou bien c'est la fête du sexe. Finalement, je ne sais plus. On a l'impression que ça devient la fête du sexe. Ce jour-là, Dieu seul sait combien de filles seront déviergées, Dieu seul sait combien de filles vont tomber enceintes, Dieu seul sait combien de filles vont prendre des maladies sexuellement transmissibles, Dieu seul sait ce qui va se passer. Je pense que si on veut fêter l'amour, il faut fêter l'amour. Que la Saint-Valentin ne soit pas une fête de la dépravation, mais que ce soit l'amour dans le sens plénier du terme. L'amour dans le sens de dire je supporte l'autre. C'est pas juste qu'il m'attire, mais je suis capable de le supporter. Une personne avec qui je ne m'entendais pas, que je sois capable ce jour-là de lui pardonner, de lui offrir ce qu'il ne mérite pas, et tout le reste, c'est cela célébrer l'amour dans la conception que j'ai de l'amour. Ce n'est pas juste aller se donner du plaisir et puis après c'est des regrets et tout le reste.
D'accord. Donc, le docteur appelle ceux qui ont des problèmes avec leurs ex à pouvoir leur pardonner au nom de l'amour. Alors, nous avons échangé avec le docteur Jacques Toko, qui est qui est docteur en psychologie clinique et licencié en théologie, fondateur du Centre de Paix du Cœur, un centre d'accompagnement, de formation en relations d'aide et de développement holistique de l'enfant, enseignant à l'Université de Lomé, enseignant vacataire à l'Université de Lomé. Je rappelle également que vous êtes auteur de ce bouquin, Tempérament et harmonie conjugale. Mieux connaître son conjoint pour le rendre heureux. Docteur, encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. D'accord, merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir encore une fois accordé votre attention. Je le dirai toujours, et même vous connaissez le slogan, Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière.